nous ouvrons une nouvelle série à destination donc exclusive des seniors. Et je tenais à vous dire que donc, nous allons nous retrouver comme ça pendant toute une série de webconférences qui auront lieu tous les mois durant les après-midi que nous allons vous proposer. Alors, cela nous permettra d'aborder effectivement des sujets qui vous concernent plus particulièrement ou d'avoir des angles plus particuliers sur des sujets différents que nous pourrons aborder. Donc, cette fois-ci, nous allons commencer avec la sécurité routière. C'est vrai qu'on est conducteur et donc, quand on est conducteur, j'allais dire, on a l'impression d'agir tout à fait naturellement, que ce soit vis-à-vis du code de la route, vis-à-vis des nouveautés. Et pour autant, les choses évoluent. Donc, nous avons souhaité aujourd'hui aborder avec la Fondation de la route ce sujet sous divers aspects. Vous allez le voir, on va parler des ronds-points, on va parler des giratoires, on va parler des nouveaux panneaux du code de la route et puis aussi de tout ce qui apparaît maintenant autour de nous, que l'on soit en ville ou sur les routes, les vélos, les gyropodes, les trottinettes et comment doit-on se comporter vis-à-vis de tout cela. Donc, pour ce faire, je vais laisser la place immédiatement à Patrice Lafeuille et Jean-Sébastien Dino de la Fondation de la route. Ils vont pouvoir vous présenter tout cela. Et comme on vous le disait au tout début, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec eux en posant des questions par le biais du chat qui est à votre disposition. Je vous souhaite une bonne visioconférence et je vous dis à très bientôt. Patrice, c'est à vous, ou Jean-Baptiste, Jean-Sébastien, pardon, l'un ou l'autre. Merci, Hugues. Alors, merci. Moi, je suis Patrice Lafeuille de la Fondation de la route MGEN. Je suis chargé de prévention et intervenant en risque routier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une conférence sur, on va voir après ce que c'est, mais sinon, on a des voitures tonneaux, on a des simulateurs de voitures, enfin, on a plein d'outils pédagogiques qui permettent de mettre en situation les risques routiers et faire de la prévention surtout. Donc, mais aujourd'hui, ça va être une conférence sur vous et le senior. Donc, moi, je suis Patrice et je suis là pendant 1 heure et demie. On va pouvoir discuter ensemble. Je laisse la parole à Jean-Sébastien maintenant. Donc, bonjour, pour ma part, Jean-Sébastien, chargé de prévention aussi en sécurité routière, enseignant de la conduite, toute catégorie de véhicules à moteur. Et puis, je vais être en capacité avec Patrice aujourd'hui de vous donner des informations, de compléter vos connaissances et de répondre à vos questions sur les éléments. J'ai déjà noté les 2-3 questions du fil de conversation, donc on donnera les réponses tout à l'heure. Ok, donc on va commencer. Il y a 3 modules. On va parler de ronds-points et des giratoires, quelque chose qui peut être complexe pour tout le monde, que ce soit jeune conducteur ou senior, parce que c'est vrai que les seniors, vous n'avez pas, j'allais dire, ils sont arrivés à peu près après vous, donc c'est rien de voir la différence d'un giratoire et d'un rond-point, la définition et comment y circuler. C'est vrai que des fois, on ne sait pas comment se mettre, où on doit se mettre, donc c'est important, on va vous faire voir des dessins, vous allez voir, vous allez vite comprendre et on va échanger. Le module 2, c'est les nouveaux moyens de déplacement, le vélo, le DPM. On verra ce que c'est un DPM. C'est vrai que c'est quoi cette bête, mais voilà, on va pouvoir en discuter. La réglementation aussi sur ces engins. Alors, c'est même si vous ne les utilisez pas ou peu, surtout les EDPM, peut-être que le vélo, oui, vous vous déplacez à vélo. Mais voilà, c'est lorsqu'on est automobiliste, piéton, c'est bien de savoir les règles des autres. Ça permet une meilleure cohabitation et de comprendre peut-être le danger, mais aussi comprendre comment circuler. Et le module code de la route, il y a quelques règles, il y a quelques diapos qu'on vous a mis. Même s'il y en a qui ne vous y retrouvez pas, posez des questions, n'ayez pas peur, on est là pour répondre, surtout Jean-Sébastien, ancien, Jean-Sébastien, enseignant du code du permis de conduire, il pourra vous répondre complètement. Donc là, il va y avoir un premier sondage, 2 situations, situation 1, situation 2, observez-les bien. Alors, il y a une petite différence entre les deux. Pour vous dire que les 2 situations existent encore, même s'il y en a une qui est plus commune que l'autre maintenant, mais elles existent. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire la différence parce qu'on ne les prend pas de la même façon. Alors, vous avez tendance de bien connaître, je pense, la règle. Après, de les reconnaître, c'est très bien. Peut-être de savoir comment les emprunter, c'est encore une autre chose. Donc la situation 1, cette intersection, donc la situation 1, est un rond-point, car il n'y a aucune signalisation horizontale et verticale. Qu'est-ce que c'est, horizontale et verticale ? C'est tous les panneaux qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun panneau. Sauf que le rond-point peut être aussi géré par des feux rouges. Alors, il y a un rond-point très célèbre, Jean-Sébastien va en parler, en France. C'est lequel ? Le plus célèbre, c'est celui de l'Arc de Triomphe, qui comporte à l'intérieur 5 voies de circulation. Donc voilà, et c'est géré par des feux rouges. Attention, il peut y en avoir en France. Alors que la deuxième
La deuxième intersection, bah, c'est bien un giratoire, parce qu'on voit bien qu'il y a les panneaux de céder le passage et qu'il y a la ligne discontinue de céder le passage. Donc là, visuellement, déjà de loin, on va savoir que lorsqu'on arrive sur ce type d'intersection, de giratoire ou de rond-point, on sait ce qu'il y a. Et la différence, c'est que c'est lorsque on prend ce giratoire ou ce rond-point. La règle, c'est que lorsque j'arrive sur un giratoire, donc cette situation-là, c'est les gens qui sont sur le giratoire sont prioritaires par rapport à ceux qui attendent d'y aller. Donc, on doit laisser la priorité aux gens qui sont dessus. Qu'un rond-point, comme le rond-point des Champs-Élysées, bah, c'est ceux qui rentrent sur l'anneau qui sont prioritaires par rapport à ceux qui sont dessus. Donc, c'est pour ça que à Paris, sur les Champs-Élysées, lorsque je rentre sur le rond-point, je laisse la priorité aux gens qui sont dessus. Lorsque j'arrive, en règle générale, 3/4 du temps, c'est ça maintenant, c'est un giratoire. On laisse les gens, ils sont prioritaires lorsqu'on est ils sont à l'intérieur. Donc là, on laisse passer les gens dessus. Ah, pardon. Alors, comment prendre un giratoire à vélo? Ben voilà, vous voyez qu'il y a le vélo qui se déplace. Donc on avance. Tac, attention, il est sur le giratoire. Question, y a-t-il un danger pour le cycliste? Donc on voit qu'il y a la voiture rouge, il y a le Avec cycliste le clignotant, hein, la voiture rouge. à la mission clignotant, le cycliste lui continue sa voie, malheureusement on ne sait pas trop où il va, alors, eh bien oui, il y a un danger. Jean-Sébastien, le danger? Alors, le danger, bah, c'est que le véhicule rouge, le conducteur du véhicule rouge, heu, adapte mal sa vitesse par rapport à ce cycliste et il vienne percuter, le cycliste. Heu, L'autre danger, ça serait que le cycliste, n'ayant pas vu le véhicule rouge, soit trop lent, change d'avis en termes de direction et que le problème de communication entre les 2 amène à un accident. C'est pour ça que dans ces situations, en tant que cycliste comme en tant qu'usager en voiture, il est important, bah, de bien adapter son allure et puis de bien communiquer avec les autres usagers. Comme on va pouvoir le voir sur, l'image suivante, le cycliste, alors peut-être que sur vos écrans, on le voit un peu moins bien, mais là, il a bien le bras tendu pour indiquer qu'il continue, de tourner sur ce sens giratoire de manière à ce que les éléments de communication permettent à tous les usagers, de bien se comprendre et de communiquer et du coup d'adapter, sa vitesse à la situation. Donc, on continue le vélo. Un deuxième véhicule arrive. Ah, attention, deuxième question, question 2. La voiture rouge commet-elle une infraction? Ouais, on voit que la voiture rouge s'est engagée. C'est un sens giratoire. Bah, dans ces cas-là, eh bien, oui, oui, elle a commis une infraction parce elle a fait je vais dire, elle n'a pas cédé le passage au vélo, au cycliste qui arrivait là. Donc c'est pour ça l'importance de bien respecter la réglementation. Alors là, là, vous risquez 4 points sur le permis parce que c'est un non-respect du code de la route. Alors, s'il n'y a pas d'accident, bon, en cas, ça peut passer, mais attention en cas d'accident, ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que là, attention, lorsqu'on est sur un giratoire, il faut bien observer. Alors surtout quand c'est des vélos, parce qu'ils sont moins visibles que les autres véhicules. Donc c'est l'importance de bien tourner la tête et de bien regarder les angles morts, ou un moment où on peut-être que le cycliste peut être caché par un autre, même par son rétroviseur ou par le montant de sa voiture. C'est pour ça que bien se décaler lorsque vous arrivez sur un giratoire pour avoir une vision globale sur le giratoire. C'est Donc on ça va et continuer. bien faire attention aussi, hein, quand on est en voiture, l'interprétation qu'on a de la vitesse du cycliste qui nous ferait, commettre ce refus de priorité, puisque dès lors que le cycliste, lui, est positionné, à cet endroit-là, je dois m'arrêter. Même si je considère que, en accélérant, je peux passer, c'est reste un refus de priorité Donc on va finir la manœuvre, le vélo, hop, il continue. et il Tournez à indique bien droite sur avec un son giratoire. bras à droite. Voilà. Le tourne à droite, normal. J'arrive sur le giratoire. Je mets tout de suite mon clignotant à droite pour indiquer aux autres véhicules que je sors à la prochaine sortie. L'importance de bien mettre son clignotant. Voilà. Pareil, on omet de mettre son clignotant lorsque je sors de mon giratoire, on va parler un peu de répression, malheureusement, parce que la prévention il va avec la répression et dans le sens aussi. Bah, malheureusement, on perd 3 points sur son permis. Ça peut aller très très vite.
Donc, c'est pour ça que l'importance de bien indiquer à l'endroit où on veut aller. L'endroit, lorsqu'on met son clignotant, ça permet aussi de fluidifier un giratoire. Je suis sûr que vous avez remarqué déjà que lorsqu'il y avait un giratoire, il y avait beaucoup de bouchons, il y avait beaucoup de perte de temps. Mais oui, parce que si les gens utilisent mal leur clignotant ou ne l'utilisent pas du tout, bah, ça fluidifie mal le giratoire et ça ralentit la circulation. Alors, à la place d'un giratoire, dans le temps, il y avait peut-être une intersection avec un feu rouge, bah, ça a réduit fortement la mortalité et les accidents. Ah, il y a peut-être moins d'accidents, mais moins graves. C'est toujours de la taupe dans un giratoire. C'est moins souvent un accident qui peut être plus grave. Donc, tourner à gauche avec une voiture ou un deux roues. Là, je m'insère, voilà, je change de voie avant le giratoire. Je rentre à l'intérieur, mais attention lorsque je suis en parallèle avec un poids lourd. Jean-Sébastien. Alors, le poids lourd, lui, il a besoin des deux voies à l'intérieur du giratoire, pour la simple et bonne raison que pour que l'arrière de la remorque ne vienne pas faucher un piéton sur le trottoir, il va devoir avancer énormément dans le giratoire pour pouvoir emmener quelque part sa remorque là où il le souhaite. Donc souvent, le poids lourd étant relativement lent à partir, en tant qu'automobiliste, on les voit souvent se positionner ou les dépasser par la voie de gauche sur les giratoires. Et le problème, c'est qu'il y a des porte-à-faux et sur le véhicule porteur, donc le camion, et sur la remorque. Donc le chauffeur d'un poids lourd doit être très attentif à la voiture qui va être à sa gauche, au piéton qui serait sur le trottoir à droite, potentiellement aussi au cycliste qui va être sur la bande cyclable et qui va décider de remonter en dépassement par la droite autorisée sur une bande cyclable à l'entrée d'un giratoire. Donc, si on peut, on privilégie la facilité pour le poids lourd en s'arrêtant au céder le passage relativement loin sur l'arrière de la remorque pour qu'il comprenne bien notre intention. Et comme ça fluidifie le trafic. Et nous, on se facilite aussi la gestion du sens giratoire puisqu'il y aura moins de prise de risque pour nous aussi en voiture. Et ça, le fait de bien connaître l'inconvénient du poids lourd lorsqu'il emprunte un giratoire, bah, c'est de savoir avec sa masse. C'est vrai que donc on n'a pas l'obligation de s'arrêter pour le laisser manœuvrer, mais pour toute la sécurité pour tout le monde, il vaut mieux vraiment s'arrêter. Et c'est pour Donc ça le que poids lourd. c'est pour ça que beaucoup de poids lourds commencent maintenant à se mettre sur les deux voies à l'entrée de ces giratoires-là. On a l'impression en tant qu'automobiliste que c'est fait pour nous casser les pieds. En fait, c'est juste pour sécuriser un peu plus la manœuvre. Voilà, je continue ma manœuvre lorsque je tourne à gauche. Et vous voyez tout de suite, lorsque j'emprunte la voie intérieure du giratoire, je laisse mon clignotant à gauche. Et quand je décide de sortir, je sors, je mets mon clignotant à droite, juste avant la dernière intersection. Ce qui permet aux autres véhicules qui attendent de rentrer sur le giratoire, bah, d'attendre bien et de laisser la manœuvre à la personne, à la voiture blanche. Voilà. Donc toujours bien mettre son clignotant pour que les autres comprennent où vous allez. Le tourne à gauche avec un SMI, une remorque, une caravane. On l'a dit Alors, tout à l'heure, Jean-Sébastien a dit. j'en profite, hein, puisqu'il y a Pierrette sur le fil de discussion qui précisait, qui posait la question par rapport au clignotant à gauche. Oui, c'est bien parce qu'il va utiliser les deux voies dans le giratoire, qu'il met son clignotant à gauche, même quand il va tout droit. Voilà. En fait, le clignotant à gauche en poids lourd, ça indique l'utilisation des deux voies de circulation. Sachant que lorsque vous êtes avec votre véhicule léger, vous n'avez plus, une fois que vous êtes sur le giratoire et que vous restez sur la voie la plus à droite, c'est-à-dire l'anneau le plus éloigné du centre, vous n'avez plus l'obligation de mettre le clignotant à l'intérieur. Vous avez l'obligation de mettre le clignotant pour sortir du giratoire. Ça, c'est important. Donc, eh ben, on voit tout de suite la manœuvre avec le poids lourd. Comment il se passe? Alors, on voit très bien qu'il prend beaucoup de place, le poids lourd. Bah oui, ça va. Alors, vous avez une caravane, une remorque, vous avez le même cas. Donc, c'est pour ça l'importance de bien prendre sa voie et de bien respecter les autres. Hop là. Le placement avant est dans un giratoire suivant la direction à prendre. Alors, Voilà, Jean-Sébastien. ça va intéresser du monde parce qu'il y a déjà 2-3 questions dans le fil de conversation à ce sujet. Donc, lorsqu'on est sur un giratoire, donc sur la diapositive, j'ai grisé la partie blanche, en fait, pour diviser en deux ce sens giratoire. On va considérer que toutes les sorties qui sont dans la partie blanche, on doit être positionné dans la voie de droite. Et dès lors qu'on est donc dans la partie claire, on doit se positionner voie de gauche pour rentrer dans le giratoire.
Alors, bien entendu, s'il n'y a qu'un seul giratoire, qu'une seule voie pour rentrer dans le giratoire, ça détermine aussi le clignotant que je vais positionner. Euh, Dès lors que j'ai deux voies de circulation à l'intérieur, donc je me positionne voie de gauche et voie intérieure pour me rendre à gauche ou demi-tour. Et je vais être positionné voie de droite pour aller à droite ou en face. En Ça fait, répondra donc aux questions, aux deux, trois questions qu'il y a eu. Avec le positionnement, lorsque je vais en face, je rentre, et c'est le seul cas sur le giratoire, je rentre sans clignotant. Et je positionnerai mon clignotant à droite après avoir passé la première sortie, donc au moment de la sortie précédente, celle qui m'intéresse. alors, pour savoir où je dois me positionner, c'est pas bête. Enfin voilà, j'imagine mon giratoire, un camembert. Si je dépasse l'axe de mon giratoire, et ben je me mets à l'intérieur pour manœuvrer. Si je ne dépasse pas l'axe de mon giratoire, je reste à l'extérieur de mon giratoire. La règle veut que ça soit ça, mais imaginons que vous ne savez pas où vous allez. Vaut mieux éviter de faire trop de changements de voie. On verra tout à l'heure les responsabilités, mais vaut mieux peut-être rester sur la voie la plus à droite, même si vous avez l'impression de gêner, que vous voyez ça souvent faire. Mais les gens qui ne savent pas où ils vont, bah ça vaut mieux rester le plus à droite. On le verra après. Alors, Patrice, dans les questions, on y a plus ou moins répondu. On a dans le fil de conversation, pour les gens qui restent à droite, mais qui vont à gauche, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire les situations, je ne sais pas trop où je vais, je reste positionné sur la voie de droite. Mhm. Et il n'y a pas de règle dans le code de la route, hein, on peut très bien être positionné sur l'intérieur de l'anneau aussi pour avoir le temps de voir les panneaux. Et puis une deuxième question qui est, pour sortir, deuxième sortie à droite, comment fait-on? Donc on rentre sans clignotant. Voilà, c'est le cas du deuxième véhicule vert, Patrice. Voilà, celui-là. Voilà, là je prends la première sortie à droite, donc j'ai mon clignotant à droite immédiatement, je reste voie de droite et je sors. Et si je prends la deuxième à droite, c'est-à-dire que je vais en face, je rentre sans clignotant, je reste dans la voie de droite et je mets mon clignotant à droite. Donc on va mettre la diapo d'après. Voilà, je mets mon clignotant à droite au moment où je ne peux plus sortir sur la première. Ça permet de communiquer avec les gens et du coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'endroit où je vais. Ça permet aussi, tu vois ma souris qui bouge là, Jean-Seb? Oui, Ouais. Ça permet que s'il y a un véhicule qui attend pour rentrer dans le giratoire, bah, si vous avez mis votre clignotant quand il fallait, c'est surtout ça l'importance, bah, lui, il peut s'insérer sur le giratoire sans faire un nez. Alors, le problème des gens qu'on retrouve, c'est qu'ils mettent trop tôt leur clignotant à droite, et souvent, ils le mettent là, mais ils sortent en haut. C'est une erreur. Donc, ce qui peut indiquer une mauvaise information à l'usager qui attend pour rentrer sur le giratoire, il va quand même rentrer en pensant que vous avez mis votre clignotant pour sortir, mais vous sortez trop tôt par rapport à la mise d'avoir mis le clignotant, et bien, il peut y avoir un accrochage. Alors, dans le constat, bah, malheureusement, c'est celui qui a pas cédé le passage qui est en tort, mais on peut quand même, en expliquant le pourquoi du comment, il peut y avoir 50-50. Mais en règle générale, si vous ne cédez pas le passage à un giratoire, c'est vous qui êtes en tort à 100% dans l'accident. Donc on va continuer. Hop. Ah, pardon. Voilà. Cas que vous pouvez retrouver, accrochage dans un giratoire. Qui est responsable dans cette situation? Eh bien sûr, la voiture jaune, oui. La règle, on va tout de suite le dire, et on vous expliquera sur la diapo d'après, la règle, c'est que dans un giratoire, il y a ni, à l'intérieur, hein, deux voitures côte à côte, il n'y a ni de priorité à droite, ni de priorité à gauche. La seule règle, c'est celui qui change de voie qui est responsable de l'accident. Ça aurait été la bleue qui aurait changé de voie, et là, c'est la jaune. Ben, c'est comme c'est elle qui a changé de voie, et ben, c'est elle qui est en tort. Imaginons que la bleue avait fait la manœuvre dans l'autre sens, ça aurait été la bleue, parce que c'est celui qui change de voie, je le répète, qui est responsable. Alors souvent, dans ce cas-là, on se dit toujours, oui, mais la bleue, elle n'a rien à faire là. Si, elle a le droit d'être là. C'est à la voiture jaune de laisser de céder. Enfin, j'aime pas céder le passage, mais doit laisser passer la voiture bleue pour qu'elle sorte du giratoire. alors pour faire simple, hein, finalement, un giratoire, là, il y a deux voies de circulation. C'est comme quand je suis en train de dépasser un usager, si je retourne voie de droite, c'est moi qui suis responsable. C'est un changement de voie euh, dans
le giratoire et c'est pour ça que c'est la voiture jaune qui est en tort. Elle doit adapter son allure pour passer derrière cette voiture bleue. Explication de la manœuvre. Et des fois, on comprend mieux lorsque la voie est à plat. Situation que vous pouvez retrouver en ville, voie de ligne droite, et ben voilà. Là, on comprend tout de suite que c'est bien la voiture jaune qui est responsable parce qu'on voit très bien qu'elle a changé de voie et qu'elle veut changer de direction. La voiture bleue, elle n'a rien demandé. Donc là, on voit très bien et on comprend tout de suite que c'est bien la voiture jaune qui est responsable et la voiture bleue n'a rien. Alors, lorsque malheureusement, si ça vous arrive dans un giratoire, ce qu'il faut marquer, les cases à marquer, c'est que la voiture qui fait la faute, il faut qu'elle coche la case changer de direction. Et la voiture bleue, elle qui continuait la route, elle marque rouler dans le même sens. Voilà. C'est les deux cases à remplir et qui ne vous rendra pas responsable de l'accident. Donc, c'est l'importance de bien remplir les cases lorsque vous faites le constat amiable. Et par rapport à ce qu'il y a dans le fil de discussion, donc bien penser dans ce cas-là au recto ou au verso du constat. Pour les gens qui auraient des véhicules qui chercheraient par une allure inadaptée à dépasser dans le giratoire pour gagner une place, on le stipule simplement au recto du constat en expliquant que le véhicule avait une allure inadaptée pour effectuer un dépassement dans le giratoire afin de compléter les commentaires à l'assurance. Après, comme le disait Patrice tout à l'heure, on a deux codes sur la même situation qui sont le code de la route et le code des assurances. Et c'est un des fonctionnements qui se gèrent entre eux. Ok, on va continuer. Avez-vous des questions? Je pense que là, on va laisser un petit peu 2-3 minutes. Si vous avez d'autres questions, Jean-Sébastien, si tu le vois les questions, je suis. Oui, moi j'en ai vu quelques-unes passer, c'est pour ça que j'ai essayé d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, il ne faut pas avoir peur du giratoire. Il faut être, j'allais dire, pas trop hésitant. C'est bien de savoir où je vais. Si je ne sais pas où je vais, ben, je panique pas. Je prends mon giratoire tranquillement. J'indique bien aux autres où je vais et tout se passe bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a des ronds-points plus ou moins, des giratoires plus ou moins grands, petits. Alors le plus simple, c'est celui qui n'a qu'une voie. Mais le fait d'avoir plusieurs voies dans un giratoire a permis de fluidifier un peu plus la circulation pour que les gens puissent bien communiquer et bien se déplacer. Mais ça, Alors, il y a une main levée, et puis moi je vais donner une information complémentaire. En auto-école, en règle générale, on donne comme consigne à un élève d'arriver sur un sens giratoire en deuxième et on explique que la vitesse adaptée, la bonne allure, c'est entre 15 et 25 km/h. Donc à 15 km/h, on est déjà relativement lent, mais voilà, c'est vraiment une structure, une infrastructure de route qui est faite pour une allure lente. Moi, j'avais une question parce que je vois ça tous les jours. Je suis automobiliste et je suis motard. Donc, à double titre, je suis concerné par les giratoires quand ils ne sont pas couverts de gasoil. Parce que ça aussi. On a un rond-point ici, un grand giratoire qui fait deux voies. Il y a 4 routes, enfin, la nationale qui le traverse, donc 2 voies en amont, 2 voies en aval. Et on a une route qui arrive de l'aéroport. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup roulé à l'étranger et donc en Angleterre, et je trouve que les Anglais sont un peu moins bêtes que nous sur le sujet. Quand on arrive sur un rond-point, un giratoire, je fais attention à ce que un giratoire. La route nationale qui vient de la grande ville, les gens ont tendance à rouler à 70, 80. Ils arrivent sur le giratoire, ils freinent légèrement, mais en général, ils accélèrent plein pot à 70 pour s'engager sur le giratoire. Moi, je suis au triangle, à l'arrêt, et je ne peux jamais m'engager, sauf si je prends des risques, à savoir, je mets mes 2 roues avant ou la roue avant de ma moto sur le rond-point, sur le giratoire, pour dire, je suis sur le giratoire, tu n'as pas accéléré pour passer avant moi. C'est un peu la jungle. Les Anglais sont moins bêtes que nous. Quand il n'y a personne sur le giratoire, ça veut dire qu'il y a la personne qui éventuellement tournerait sur le giratoire serait prioritaire. Il n'y a personne. C'est la voie de droite qui est prioritaire. Triangle, priorité à droite. Alors, pour ma part, je ne connais pas le code de la route anglais. Non, mais en France, c'est pareil. Hein. Normalement, oui, priorité à droite, mais on est d'accord. vous évoquez une situation
moi, j'ai passé mes permis poids lourds, donc on est des véhicules très très lents quand on rentre sur les giratoires. Je les ai passés à Chartres avec un périphérique dans une rocade de Chartres qui arrive sur des giratoires. Et même en cas d'examen au permis de conduire, on peut avoir le cas d'un inspecteur du permis de conduire qui va nous autoriser à rentrer sur le giratoire malgré le fait qu'il y ait du monde, au vu de la situation, en le faisant en appliquant des précautions en le faisant. Donc, il faut rappeler que le code de la route préconise aussi, c'est inscrit dans le code de la route, comme quoi je ne dois pas m'engager dans une intersection si je ne suis pas sûr de pouvoir à l'arrivée de l'autre côté. Ça Oui, veut dire que normalement, mon céder le passage, je dois même être à l'arrêt si je ne peux pas arriver de l'autre côté. Ça veut dire que normalement, aucun sens giratoire ne devrait avoir de bouchon à l'intérieur. mais là, il n'y a pas de bouchon. Hein. Je dis, il n'y a Oui, pas de c'est bouchon. l'adaptation de l'allure, c'est-à-dire qu'il manque. Ça veut donc dire que les personnes qui arrivent de la route de gauche, sur ma gauche, il faut qu'ils accélèrent tous comme des malades. Et Dieu sait qu'ils sont très nombreux, c'est-à-dire qu'il y a un fil ininterrompu de voitures qui circulent. Et moi, je suis maraud. C'est ça, c'est-à-dire qu'il manque une infrastructure de type dodane, ralentisseur, chicane, qui Et viennent c'est la loi de casser la jungle. l'allure. Mais c'est des démarches qui peuvent être effectuées alors en fonction des routes. Après, c'est avec les départements et les préfectures et les comités d'agglomération pour une adaptation de la sécurité routière à ce niveau-là. C'est des propositions qui peuvent être faites sur chaque département. Vous avez des structures qui gèrent ça aussi. Donc, c'est à eux qu'il faut faire remonter. Ouais. Ce que dit le monsieur, c'est vrai qu'en fait, on a un problème de mentalité en France. C'est que on a notre propre code de la route, on fait ce qu'on veut, on est les chefs, on est les plus forts. Et malheureusement, voilà. Nous, on a le cas à Paris, nous, on est parisiens, on a le parisien, tous les gens au périphérique, c'est ceux qui rentrent sur le périphérique qui sont prioritaires. Et quand il y a beaucoup de bouchons, et ben ça se passe très bien parce que c'est 1 sur 2. On fait 1 sur 2, 1 sur 2. Ça, c'est la façon de conduire à Paris parce que ce cas-là, on est obligé de faire ça. Sinon, comme vous dites, on resterait bloqué tout le temps ou céder le passage parce qu'on ne pourrait pas passer. Mais je comprends qu'en France, on a une mentalité de voilà, c'est moi qui suis le plus fort, le plus gros, le plus beau, j'en sais rien. Mais voilà, c'est vrai que le problème de ça, c'est la cohabitation. La cohabitation se passe de mieux en mieux, je pense, mais il y a encore du travail. Mais il faut savoir s'imposer aussi, c'est vrai. C'est pour ça que lorsque j'arrive sur un giratoire, un rond-point, ne jamais être hésitant. Je m'engage, si je m'engage, c'est que je peux m'engager. Il faut faire très attention. Voilà. Donc c'est de l'anticipation, c'est un regard lointain, c'est j'anticipe ce qui est autour de moi. Voilà, je suis pas au téléphone portable. Voilà, c'est super. Mais c'est vrai que le problème c'est ça, c'est qu'en France on a chacun notre code. Et donc, Voilà. ceux qui arrivent, qui accélèrent, ils ont raison. Bah, peut-être pas, non. Bah, ils s'engagent, ils ne regardent pas vraiment. Moi, je suis à l'arrêt, je suis derrière mon triangle, je ne suis pas sur le rond-point, donc ils ont raison. Ah oui, non, c'est ça. Et je, Mais passe, et je ne passe jamais. voilà. Et vous allez dire qu'en France, on ne devrait pas avoir une priorité à droite, on devrait avoir la priorité à gauche. Pourquoi? Parce qu'on est au volant à gauche, c'est beaucoup plus facile de regarder ce qui m'arrive par ma gauche que par ma droite. On devrait aussi changer le sens de circulation, de priorité. Et vous voyez, c'est pour revenir à l'exemple que je donnais en Angleterre, pour ne citer que, vous arrivez sur un rond-point, bon, ils prennent le rond-point dans l'autre sens que nous, certes, mais il y a toujours priorité à droite. Je vous garantis que tout le monde s'arrête au triangle s'il y a un gars sur la route de droite qui est prêt à s'engager sur le rond-point. Bah ouais, Ouais. je pense faut changer notre mentalité. Et puis, on va essayer d'avancer parce qu'on a encore plein d'autres choses Ouais. après le giratoire. Mais c'est vrai, voilà. On va parler de vélo et de DPM. Alors, au DPM, on va vous donner la définition de le DPM, mais c'est important de savoir la réglementation parce que je pense que tout le monde fait du vélo, plus ou moins longtemps. Ça dépend où vous circulez, mais c'est bien de savoir. Là, vous avez peut-être des petits-enfants, des enfants qui font du vélo, donc c'est bien de donner les informations aux autres. Donc, il y a les équipements obligatoires un EDPM et de mon vélo. Donc là, ça va être un peu interrogation écrite. Hein, on va essayer d'aller si vite. Un gilet rétro-réfléchissant, est-ce que, à votre avis, c'est obligatoire ou pas? Eh bien, attention, on va vous donner la réponse, on va vous donner aussi la réglementation. En fait, c'est les deux. C'est obligatoire et recommandé. Obligatoire, le code de la route dit tout gilet rétro-réfléchissant est obligatoire la nuit et hors agglomération. Donc ça, c'est obligé. Ou alors, la journée et quand la visibilité est mauvaise.
Donc, en gros, lorsque vous faites du vélo, si le matin, vous partez avec votre vélo, il fait beau, et le soir que vous rentrez, on ne sait pas ce qu'il va faire, toujours avoir un gilet sur soi ou dans sa sacoche ou dans son sac à dos. Voilà, il faut toujours l'avoir. C'est verbalisable. À votre avis, l'avertisseur sonore, ouais, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Eh bien oui, il est obligatoire. On doit toujours avoir sur son guidon son avertisseur sonore. Alors vous allez me dire, oui, mais moi quand je roule, je crie, je pousse un cri pour avertir que j'arrive. Oui, mais non. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon son. On reconnaît tout de suite un cycliste lorsqu'il a son grelon, lorsqu'il arrive derrière. Donc on n'a pas besoin de se retourner, on sait tout de suite qui arrive derrière. Que si on pousse un cri, ben, on ne sait pas. C'est un peu comme le cycliste, l'automobiliste qui doit mettre un coup de klaxon lorsqu'il arrive sur un groupe de vélo. C'est toujours bien de mettre un coup de klaxon sans avoir un klaxon agressif ou un coup de klaxon agressif, mais c'est juste pour prévenir qu'on arrive. Les freins avant et arrière, obligatoire, pas obligatoire, j'allais dire c'est censé quand même, mais oui, c'est obligatoire. Avoir les deux freins en bon état et qui fonctionnent. L'écarteur de danger, l'écarteur, c'est le petit truc orange qu'on voit. Bah oui, ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Ça permet aux autres véhicules, bah en fait, ils se décalent automatiquement lorsque vous êtes dépassé par un automobiliste ou par un autre usager, hein, moto, camion, car. Visuellement, ça les empêche, on dirait que ça les perturbe. Donc, ils s'écartent de vous pour vous laisser la sécurité. En ville, c'est 1 mètre, hors agglomération, c'est 1,50 m. Les catadioptres de pédale, bah, c'est obligatoire aussi, hein. Vous verrez bien que sur vos pédales, vous devez avoir les catadioptres. Jean-Sébastien, le casque. Alors, dès lors que c'est pour un enfant de moins de 12 ans, c'est obligatoire, alors que pour les personnes de plus de 12 ans, c'est fortement recommandé. Ça évitera tous les séquelles au niveau d'une chute ou d'un coup à la tête. Et puis, tant qu'on est sur les enfants, le siège pour enfants est lui aussi obligatoire pour les enfants de moins de 5 ans. Et il est interdit lorsqu'on n'a pas ce type d'équipement, il est interdit de transporter une personne sur son vélo. On n'a pas le droit d'être à deux sur un vélo. Voilà, un vélo est un engin de déplacement pour une personne, sauf le tandem. Continue, Jean-Pierre. Les feux. Alors, pour ce qui est des feux catadioptes, donc rouge à l'arrière et blanc à l'avant, ils sont sur les vélos, eux aussi obligatoires. Et puis tant qu'on est sur des éléments, on va dire, réfléchissants, donc on va s'occuper des pneus avec les pneus bien gonflés, et c'est quelque chose de recommandé. Bien entendu, il est recommandé par le code de la route. Si en tant que cycliste, je circule avec un vélo qui n'a pas la bonne pression de pneumatique, je me mets surtout en danger. Donc à ce titre, on ne peut que se prévaloir de dire que ce serait bien que ça soit obligatoire. Mais c'est comme avec ma voiture, je peux avoir une baisse de pression. C'est à moi d'être vigilant, de les regonfler régulièrement, de vérifier la pression. Et puis les pneus à bande latérale réfléchissante qui sont là aussi recommandés. Alors pourquoi? Parce qu'on a des catadioptres sur les roues qui, eux, sont obligatoires, qu'on a aujourd'hui des petits accessoires qu'on peut venir mettre sur les rayons qui permettent là aussi de rendre visibles les roues. Donc c'est pour ça que les bandes latérales réfléchissantes ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est les catadioptres, mais si vous avez, comme dit Jean-Seb, les petits visuels ou alors les pneus à bande réfléchissante, vous n'avez plus l'obligation du catadioptre. Il faut avoir être vu latéralement. L'important, c'est ça, c'est latéralement d'être vu. Parce que de face, on peut être vu par nos phares, mais latéralement, des fois, on n'est pas visible. On peut vous inviter aussi à rajouter sur la cheville les petites bandes, les brassards jaunes, on appelle ça, qui se clipsent sur la cheville. Alors, un conseil qu'on peut vous donner, si vous n'en avez qu'un seul, mettez-les à la cheville. Ils sont beaucoup plus visibles parce que lorsque vous circulez à vélo, lorsque vous pédalez, le fait du pédalage, le brassard monte et descend. Que si vous le mettez sur le bras, en fait, comme le bras ne bouge pas, visuellement, l'automobiliste ne voit rien. Il le verra, mais il sera moins interlopé par le visuel.
Alors, juste pour compléter, pour 2-3 remarques qui ont été faites sur le fil de discussion. Donc oui, le casque ne protège pas les cervicales. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des casques airbags qui, là, vont protéger les cervicales en cas de chute. Et je reviens sur les VTT qui sont vendus. Aujourd'hui, un vélo vendu dans le commerce est vendu avec tous les équipements obligatoires d'origine, sauf les vélos pour les compétitions qui, eux, ne sont pas soumis puisque ce n'est pas prévu pour la circulation sur la route. Sachant que vous allez chez Decat, c'est pas pour faire de la pub, ils vous vendent des équipements amovibles. C'est-à-dire que vous avez toujours des lumières, alors c'est pas de la super qualité, mais pour eux, ils ont vendu un vélo aux normes. C'est vrai que lorsque vous avez un VTT, vous vous garez dans la rue, on peut vous les voler. Donc c'est vrai qu'il faut toujours les enlever, avoir un sac à dos et les mettre. Mais sinon, lorsque vous achetez un vélo dans le commerce, ils sont aux normes pour circuler sur la voie publique. Donc c'est pour ça que c'est bien avoir tous ces équipements de sécurité. Le casque, c'est vrai qu'il protège bien de la. Alors, vous allez dire pourquoi ils n'ont pas fait les plus de 12 ans, c'est pas obligatoire. Alors, je pense que inconsciemment, dès tout petit, vous mettez un casque, c'est un peu comme la ceinture de sécurité, mais lorsque vous grandissez, vous êtes habitué à mettre le casque. Donc après, je pense qu'on est habitué à mettre le casque. Le casque protège surtout lorsqu'on des chutes contre un trottoir, parce que il y a eu des études, lorsqu'on tombe à vélo, la première chose qui table le sol, c'est les mains, les poignets et les épaules, et la tête après. Mais le danger, c'est que lorsque j'arrive à un feu et qu'on ne sait jamais, il se passe, je trébuche, je tombe, souvent il y a des coins de trottoir et c'est là qu'arrive l'accident. C'est pour ça que le casque, il est recommandé, j'allais dire même très recommandé et vivement recommandé lorsque je circule. Même si vous faites du roller, n'importe quel. Des fois, il vaut mieux avoir son casque. Un EDPM, c'est un engin de déplacement personnel motorisé. Et là, c'est trottinette électrique, gyropode, monoroue, en fait, tout ce qu'on voit en ce moment qui est sur les routes, qui nous embête beaucoup et qui se déplace à une vitesse assez élevée, voilà, ou trop élevée par rapport. Alors, il y a pareil, il y a des équipements obligatoires. Alors, le casque, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Eh bien, pardon. Il y a les deux. Alors, il est obligatoire hors agglomération et pour tout le monde, et il n'est pas obligatoire en agglomération. Mais fortement recommandé, puisque la vitesse des EDPM peut aller jusqu'à 25 km/h. Et donc là, il n'y a rien qui protège la tête. Donc attention à ça. Les vêtements rétro-réfléchissants, c'est la même règle que les vélos. Voilà, c'est hors agglomération, c'est obligatoire. En ville, il faut les mettre. Donc c'est pour ça que l'importance d'avoir toujours un équipement. De toute façon, il faut être toujours visible. Toujours vous rendre. J'allais dire, même lorsque vous êtes piéton, il faudrait quasiment avoir. Alors, c'est pas très joli, mais vous êtes visible avec un gilet. Donc, c'est peut-être pas avoir un gilet. Alors, le piéton, il n'y a pas d'obligation pour le piéton, encore. Peut-être qu'il va y avoir, mais des fois, lorsqu'on nous voit circuler en ville ou hors agglo, des fois, on n'est pas bien habillé pour être visible. Alors, un vêtement couvrant avec protection et absence de protège-poignet, coudière et genouillère, c'est recommandé. Voilà, d'avoir un vêtement couvrant. C'est Parce que, notamment lorsqu'on glisse, voilà, pour éviter les brûlures sur le bitume pour la peau. ouais. Les protège-poignets, coudières et L'avertisseur sonore avant. Ah, pardon, l'avertisseur sonore. Comme sur notre vélo, Le vélo. obligatoire. Les protège-poignets, c'est recommandé, comme on dit tout à l'heure, toujours, c'est souvent la tête, les mains qui prennent en premier. Donc, si on a des protège-poignets, ça permet de se protéger de la chute, de blessures, de brûlures. Les feux de position, le système de freinage, obligatoire. Alors, vous ne verrez plus une trottinette électrique sans ces équipements. Les feux de position avant et arrière, c'est obligatoire. Et les dispositifs rétro-réfléchissants arrière et latéraux sont aussi obligatoires sur les trottinettes. Donc, c'est pour ça l'importance d'avoir le bon équipement. Alors, juste si tu peux revenir sur la vignette d'avant. Je vais revenir, alors que ce soit en EDPM ou en vélo, et parce que la remarque a été faite dans le fil de conversation, attention aux vêtements longs, aux écharpes, aux lanières de sac qui pourraient venir se prendre dans les roues et engendrer des incidents, voire des accidents. Donc attention à ce que rien ne vienne entraver la bonne circulation des roues pour éviter les accidents. On a la même problématique avec un deux roues motorisé, une moto. Et puis juste pour compléter, on avait la question à savoir si un vélo à assistance électrique était un engin de déplacement personnel motorisé. Eh bien non. Voilà. Un VAE n'est pas un EDPM.
Pourquoi? Parce que l'assistance électrique se déclenche au pédalage. Il est là pour vous aider et à 25 km/h, il s'arrête. Un EDPM, c'est vous appuyez sur un bouton, vous tournez une poignée, ça avance tout seul. Un vélo à assistance électrique, vous pédalez, vous commencez à pédaler, et l'assistance se met en marche. Sinon, après, c'est un cyclomoteur. Tout véhicule qui dépasse, on va dire un vélo, s'il était vraiment électrique, ça serait plutôt un vélo moteur, comme un Solex. Et là, C'est ça. tu n'es plus dans la même catégorie du vélo, mais ça serait un cyclomoteur. Il faudra les casques, il faudrait immatriculation. Enfin, vous n'êtes pas dans la même gamme. Si vous utilisez en plus un VAE qui va plus vite que 25 km/h, c'est-à-dire que vous pédalez, mais l'assistance continue à 30, 40, 50, on ne sait jamais. Attention, vous êtes en infraction. Donc là, c'est 135 € d'amende parce que vous avez peut-être débridé votre VAE. Mais si vous achetez une trottinette, un EDPM ou un VAE déjà débridé, qui roule déjà d'usine à plus de 25 km/h, là, c'est 1 500 € d'amende. Alors, vous avez le droit de l'utiliser dans un endroit Cadre privé. mais sur la voie publique, il est interdit d'utiliser ce type d'engin. Donc là, on va voir quelques règles, quelques situations en circulation à vélo, à trottinette et à pied. Voilà, là, c'est code de la route. Donc là, on verra sur la question que tu voulais. Alors, je peux rouler. Alors, observez bien sur la bande cyclable à vélo, sur le trottoir en agglomération à vélo, sur le trottoir en agglomération en trottinette et sur le trottoir hors agglomération en trottinette. Alors, on retrouve beaucoup cette situation à partout, hein, que ce soit hors ou à bas, et là, souvent, il y a des discussions. Donc, la question, la réponse sont, il n'y a qu'un cas où je peux circuler. Voilà. C'est vraiment sur la bande cyclable à vélo. Donc, pour répondre à Jean, À la question, oui, c'était Jean. voilà. Sur le trottoir, il est interdit de rouler à vélo, même si c'est pour faire 3 mètres. Je suis sur la route. Je n'ai pas le droit de monter sur le trottoir avec mon vélo. J'ai le droit de monter dessus, peut-être, mais je descends de mon vélo, je monte sur le trottoir, je pousse mon vélo, je redescends du trottoir, je remonte sur mon vélo. Je n'ai pas le droit de traverser un passage piéton sur mon vélo. C'est pareil. Il n'y a que les enfants de moins de 8 ans qui ont le droit de rouler à vélo sur un trottoir, toujours en respectant le piéton, en respectant la vitesse du piéton qu'il doit adapter. Donc voilà. En cas d'accident, malheureusement, l'enfant peut être responsable, enfin l'enfant ou les parents peuvent être responsables. Donc c'est ça. Sur le trottoir, en agglomération en trottinette, pareil, trottinette électrique, toujours. On verra après. Trottinette électrique, c'est interdit. Bande cyclable, piste cyclable ou bande verte. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit de rouler sur un trottoir avec une trottinette électrique. Et hors agglomération, c'est pareil, avec une trottinette électrique, il est interdit de rouler sur un trottoir. Il faut aller vraiment la bande cyclable, la piste cyclable et les voies vertes. Alors, pour connaître la différence entre une piste cyclable et une bande cyclable, la piste cyclable, souvent, elle est hors de la route. Donc, il y a un terre-plein central, il y a toujours quelque chose qui les sépare et vous avez votre propre feu. Une bande cyclable, ça fait partie propre de la chaussée. Donc, vous circulez et vous partagez la route avec les autres automobilistes. Sachant que lorsque je suis à vélo, il est interdit de dépasser par la droite aussi. Attention. Sauf si j'ai une bande cyclable. Là, j'ai le droit, c'est ma bande, j'ai le droit de le faire. Si je suis sur une route, je n'ai pas de bande cyclable, je dois rester l'un derrière l'autre avec un autre véhicule. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, je vais compléter par rapport aux questions qui sont arrivées. Donc, on est complètement d'accord qu'une piste cyclable qui serait établie sur un trottoir, c'est une voie partagée, c'est-à-dire que c'est une autorisation de la municipalité à circuler et c'est une zone qui est définie pour les cyclistes sur un large trottoir. C'est-à-dire que les piétons n'ont pas à être normalement sur cette partie cyclable pour que ce soit une zone partagée. Et pour ce qui est des fauteuils électriques pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, on est là dans un contexte d'un véhicule de catégorie pour le code de la route au même titre que les cyclomoteurs. Donc là, on est sur la chaussée avec la possibilité d'emprunter en fonction du bridage les bandes cyclables aussi pour sécuriser la chose. Et on a normalement une autorisation à circuler sur les trottoirs à une allure adaptée, c'est-à-dire à l'allure du pas, sur le même principe que sur les zones piétonnes, les aires piétonnes.
Là, c'est vraiment une définition de la vitesse. C'est ça. Un véhicule qui roule à plus de 6 km/h n'a pas le droit d'aller sur le trottoir. Donc, un véhicule, un Fauteuil fauteuil roulant qui électrique. roule à plus de 6 km/h, il est sur la route. Sachant que souvent, vous verrez qu'il y a certains fauteuils électriques qui ont des feux, des clignotants, et voilà, en fait, parce qu'ils roulent sur la chaussée. On va continuer. Encore quelques règles. Quelques situations qu'on peut retrouver aussi, qui vous énervent, je suis sûr. Alors, il y a des cas un peu... Hop, voilà. Quelle est la situation, la bonne situation? Eh bien, la réponse, c'est hop, voilà. Il n'y a que la A. Mais vous allez me dire, oui, mais lui, il est en trottinette. Oui, mais attention, ce n'est pas une trottinette électrique. Donc, une trottinette qui n'est pas électrique est considérée comme un piéton. Donc, l'enfant ou l'adulte a le droit de rouler sur un trottoir avec une trottinette non électrique, mais toujours pareil, comme on disait, il faut qu'il s'adapte à la vitesse des autres usagers qui croisent sur le trottoir. Donc, Mais il l'allure a du pas du piéton. tout à fait, en gros, on marche à 5-6 km/h maximum lorsqu'on est un piéton. Voilà. Dans la situation B, bah, c'est parce que la trottinette, le DPM ne peut avoir qu'un seul utilisateur. Donc là, on est sur 2 personnes. Dans le même cas que la situation C, un seul utilisateur sur la trottinette. On continue. Ah, le cycliste était bien placé pour tourner à gauche. Là, on voit l'enfant, en plus, il met le bras, il a le feu rouge. Eh bien oui, il est tout à fait bien placé, parce qu'il va tourner à gauche. En voiture, et attention là, je suis sûr qu'il y en a plein qui se posent la question, en voiture, peut-on s'arrêter dans le sas devant le feu en l'absence de cycliste? Voilà, ça, cet emplacement, c'est un sas à vélo. Il n'y a, alors je vais donner la réponse, eh bien non, on n'a pas le droit. Il n'y a que les cyclistes ou tous les véhicules non électriques qui ont droit, non électriques, pardon, tous les véhicules à moteur qui n'ont pas le droit. Voiture, moto, cyclotouriste, motocycliste, vélomoteur, enfin tout ce qui a un moteur n'a pas le droit. Là, on a le droit avec un vélo. Alors le VAE, c'est un moteur, mais c'est une assistante, donc on a le droit, mais on a le droit, c'est un sas de sécurité qui permet de voir le véhicule, le cycliste qui est avant le feu rouge, lorsque le feu va passer vert, pour lui laisser toute la place de sécurité pour se déplacer. Donc attention, là, ça peut vous coûter 135 € d'amende si on se glisse, si on s'arrête sur le sas à vélo. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, et de plus en plus, vous le verrez sur la route. Hein. Ah, encore ce qu'on peut retrouver. Les deux cyclistes sont-ils bien placés si un autre usager souhaite les dépasser? Eh bien oui, les cyclistes sont bien placés, il n'y a pas de problème. Les cyclistes ont le droit de circuler à plusieurs de front. Et oui, on a le droit de circuler à deux de front, sauf que lorsqu'on est sur le point d'être dépassé, il faut que les cyclistes se remettent à la queue leu, l'un derrière l'autre. Ils n'ont pas le droit de rester en paquet ou à deux de front. Mais Alors, sinon, je vais vas-y. répondre parce qu'il y a eu une autre question concernant le dépassement des cyclistes, notamment avec les lignes continues. Donc, je vais en profiter. Alors, il faut savoir qu'en tant qu'automobiliste, j'ai l'obligation, et ça a été inscrit dans le code de la route, de klaxonner, d'avertir des cyclistes qui seraient à deux de front ou à plusieurs de front ou en peloton, de leur laisser le temps de se remettre en file indienne pour que je puisse effectuer mon dépassement. Là, on a le cas de cyclistes. Alors, pour pouvoir effectuer un dépassement, même si aujourd'hui on a une ligne continue, on a le code de la route qui a été adapté pour effectuer le dépassement par le biais du chevauchement de la ligne continue, non pas le franchissement. Ça veut dire que j'ai toujours deux roues de mon côté lorsque j'effectue le dépassement, et dans ce cas-là, c'est autorisé dès lors que je peux l'effectuer en toute sécurité. C'est-à-dire que je ne dois pas me retrouver avec mes quatre roues à contresens de circulation lorsque j'effectue le dépassement de cycliste sur une ligne continue. Et je dois bien faire attention hors agglomération à bien laisser 1,50 m de distance de sécurité. Et dans le cas où c'est un peloton ou plusieurs cyclistes de front, je les avertis. Donc attention à comment je klaxonne, hein, ce n'est pas une agression sonore que j'ai vis-à-vis d'eux. Je les informe de mon intention de dépasser, je leur laisse le temps de se remettre en file indienne et ensuite j'effectue mon dépassement en toute sécurité. Tout à fait. Les véhicules, les piétons. Souvent les piétons, le senior est beaucoup piéton aussi, ça dépend de l'âge, mais il se déplace beaucoup plus
qu'avec sa voiture. Dans ces cas-là, les véhicules commettent-ils une infraction? Voilà. On voit le bus, on voit la voiture. Est-ce qu'il y a une infraction? Eh bien non, pas d'infraction, hein. Ils ont le droit d'être là, même celle qui est derrière. Les piétons sont-ils verbalisables d'une amende de première classe? Alors, est-ce qu'ils ont le droit de traverser? Il faut bien observer. Eh bien oui, ils peuvent prendre une amende parce qu'on voit tout de suite là, il y a le petit bonhomme rouge qui est allumé. Donc, tout piéton a ses règles aussi, qu'il ne respecte peut-être pas souvent, mais voilà. Lorsque le bonhomme est rouge, on doit laisser, c'est qu'on est sur le point d'être, que le feu va passer au vert, donc on n'a pas le droit de traverser quand le bonhomme est rouge, même s'il n'y a pas de véhicule. Hein, souvent, on le fait quand on a nos petits-enfants avec nous, ou nos enfants, pour montrer l'exemple, mais quand on est tout seul, on ne le fait plus. Mais voilà. Alors, c'est verbalisable par exemple, de 4 € d'amende si vous faites attraper par la police ou la gendarmerie. Et celle-ci, le conducteur de la voiture qui effectue un refus de priorité à un piéton sur un passage piéton risque de perdre combien de points, à votre avis? Alors, ça veut dire que le piéton est sur le passage piéton ou un piéton est sur et veut traverser, donne envie de traverser. Bah, attention, il faut lui laisser le passage parce qu'on peut perdre 6 points sur son permis. Voilà, un refus de priorité sur un passage piéton à un piéton, c'est 6 points sur son permis. Donc pour les jeunes conducteurs, ils perdent leur permis. Pour nous, ça fait. Il y a 135 € d'amende derrière aussi, il y a toujours. Alors, il existe en France un radar piéton, il est à la Grande Motte. C'est-à-dire que c'est un radar qui filme un passage piéton. Et là, c'est toujours contrôlé par un agent de police, évidemment. Et là, il contrôle pour voir ce qui s'est passé. Donc, c'est filmé. Alors, des fois, il peut y avoir, soit c'est le piéton qui a trop assisté, soit c'est la voiture. Mais attention, on peut être verbalisé dans ce type de situation. Et attention, c'est vidéo verbalisable, hein. C'est une infraction vidéo verbalisable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la présence des forces de l'ordre par caméra, c'est verbalisable. Ce panneau, interdiction aux piétons, je peux franchir ce panneau si je suis un cyclomoteur. Donc, ça veut dire que j'ai un moteur. Eh bien oui, bien sûr, j'ai le droit, je ne suis pas un piéton. Un piéton, est-ce que j'ai le droit de passer? Non. Un EDP. Ah, l'EDP, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, alors c'est la différence d'un EDPM. Là, c'est un EDP, c'est un engin de déplacement personnel. Donc, c'est tout ce qui n'est pas électrique. Et bien voilà, j'ai pas le droit, parce que tout ce qui n'est pas électrique, c'est considéré comme un piéton. Une voiture, bien sûr, j'ai le droit d'y aller. Alors souvent, on va les retrouver sur les autoroutes, on va les trouver sur les voies rapides, sur un tunnel. C'est ce type de panneau qu'on rencontre beaucoup sur les endroits où le piéton n'a pas le droit d'aller, bien sûr. Ce groupe d'enfants est-il bien placé sur la chaussée? Alors ça peut être un enfant, ça peut être un groupe d'adultes, ça peut être, voilà. Eh bien, oui. Lorsqu'on est en groupe, il faut toujours voir le danger qui arrive en face. Donc, c'est ce qui permet de se décaler sur le bas-côté. Et ce groupe d'enfants est-il suffisamment visible? Eh bien non. C'est vrai qu'il y a peut-être ces petites lumières devant, mais il n'y a pas de gilet. Il pourrait peut-être avoir des bandes réfléchissantes sur les pantalons. Voilà. Donc ça permet, voilà, il faut toujours se rendre le plus visible possible lorsqu'on est piéton et qu'on se déplace dans une situation où il peut y avoir une mauvaise visibilité. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors oui, il y a des questions Super, moi, je ne vois pas. Alors, notamment pour nos cyclistes avec le feu rouge, il faut savoir qu'il y a eu des agencements qui ont été faits de manière spécifique au code de la route avec des nouveaux panneaux. Alors, ils ont la forme, ces panneaux, de céder le passage, et dedans, on retrouve un vélo de couleur jaune avec une flèche. Et ça va autoriser les cyclistes ou les usagers assimilés cyclistes à franchir le feu rouge, c'est-à-dire à passer au feu rouge, en laissant la priorité aux autres usagers. Et là, du coup, je vais répondre à 2 questions. Ça veut dire que le cycliste ne grille pas le feu rouge, il est autorisé par le panneau à franchir ce feu pour, par exemple, tourner à droite, mais il doit le faire tout en laissant la priorité aux piétons normalement engagés ainsi qu'aux véhicules sur l'axe qui arrivent, qui seront normalement engagés aussi. Et il y avait une autre question, alors, voilà, pour les piétons. Alors oui, les piétons, il y a 2 choses. C'est-à-dire que la question était à savoir si un piéton, en dehors des passages piétons, était prioritaire. Alors,
le piéton n'est pas obligatoirement prioritaire en dehors des passages piétons. Par contre, il y a le code des assurances qui va couvrir le piéton en tant qu'usager vulnérable. Et ça, c'est la loi Badinter qui est inscrite dans le code des assurances pour protéger les piétons vulnérables. Il faut savoir qu'en tant que piéton, j'ai l'obligation de prendre un passage piéton, de prendre les clous. La dispense pour prendre les clous, c'est si le passage piéton, je n'en ai pas un à proximité. Il y a des intersections, normalement, notamment en campagne, où il n'y a pas de passage piéton. Donc là, je vais traverser à l'intersection. Je vais prévenir les autres usagers que je traverse. Et dans le cas où j'ai un passage piéton à moins de 150 mètres de l'endroit où je vais traverser, je suis verbalisable. Alors, je serai quand même pris en charge par les assurances, parce que c'est la loi Badinter qui le dit, mais je suis infractionniste dès lors que je ne prends pas le passage piéton. Excusez-moi, Jean-Seb, c'est 50 mètres. Pardon. 50 mètres, oui, 50 pardon, mètres. 75 Voilà. de chaque côté. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est vrai que le piéton, on dit qu'il est prioritaire partout, non, mais dès qu'il est sur le malheureusement qu'il traverse, on doit lui céder le passage. Voilà. Donc à nous aussi, en tant que piéton, d'être assez cohérent, ne pas se mettre en danger déjà nous, mais pas de mettre en danger les autres. Hein. C'est pas parce que c'est comme en voiture, n'importe où, c'est pas parce que je suis prioritaire que je dois y aller. Non, non. C'est comme lorsque je suis piéton et que je veux traverser, si je vois des voitures qui arrivent trop vite parce qu'elles ne respectent pas, vaut mieux pas que j'incite, je ne vais pas traverser, je vais les laisser passer, je traverserai après. C'est comme lorsque je traverse quand je suis senior, je vais essayer de traverser le plus rapidement possible. Souvent, on voit les gens qui traversent en biais. Oui, mais quand je traverse en biais, je reste beaucoup plus longtemps en danger parce que je reste beaucoup plus longtemps sur la chaussée. Il vaut mieux traverser le plus directement possible pour rester le moins possible en danger et sur la route. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. On a une application, la Fondation La Route. C'est des routes à vivre. C'est une application à télécharger sur vos portables. Hein. Tout le monde a des portables maintenant. Et en fait, vous pouvez retrouver dedans des articles, vous pouvez retrouver des essais sur l'alcool. Enfin voilà, il y a plein de Des petits. questions de code de la route, toutes les Voilà. semaines qui changent. Et c'est une application gratuite aussi. Et vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Le saviez-vous avec des petites notions régulièrement sur tous les sujets qui vont vous permettre de justement se questionner, répondre à ça. Et dernière question qui est sur le fil, puisqu'on a montré l'image. Donc, quand je suis en groupe de piétons, je circule à contresens, je me positionne à gauche pour voir le danger arriver. Alors que quand je suis tout seul, je suis à droite, face dans le sens de circulation. Sachant que c'est vrai que, surtout pour l'automobiliste, parce que si vous arrivez, vous êtes en groupe et vous êtes à droite, le temps qui vous dépasse, il va être longtemps en danger. Alors, s'il y a un véhicule, malheureusement, qu'il n'a pas vu en face, eh ben, il peut avoir un accident. Lorsqu'il voit déjà, l'automobiliste voit le groupe arriver en face de lui, eh ben, il va ralentir, le groupe va se décaler. Enfin, voilà, ça permet de. Voilà, c'est de la cohabitation, j'allais dire, et c'est surtout du bon sens. Voilà. Je pense que. Alors, maintenant, on a de la chance de pouvoir se mettre comme le Jean, je crois que c'est Jean qui est motard. Ben, Jean, il est motard, il est peut-être cycliste, mais il est aussi automobiliste et il voit les dangers des autres et de ses propres dangers. Donc lui, quand il est automobiliste, il fait gaffe au motard parce qu'il sait très bien que le motard a une certaine façon de rouler. Et quand on est motard, on sait que l'automobiliste, peut-être qu'il ne voit pas la moto parce qu'elle est petite, elle est pas visible, elle roule des fois plus vite. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que ce qui est bien, c'est de se mettre à la place de l'autre. Je pense que la conclusion, ça sera ça, mettez-vous à la place. C'est comme lorsque je suis l'hiver, et j'aime bien cet exemple, lorsque je suis piéton, lorsque je traverse, j'ai l'impression que les automobilistes me voient. Donc je traverse un peu n'importe comment ou sans faire attention. Mais quand je suis à la place de l'automobiliste et que quelqu'un me traverse devant moi le soir, la nuit, à la pénombre, on voit mal les piétons. Et pourtant, le piéton se sent en sécurité. Donc c'est pour ça que le conseil, c'est de mettez-vous quelque chose de clair sur vous pour être visible par les autres automobilistes. Et là, quand je suis automobiliste, je fais toujours attention aux piétons qui peuvent être au bord de la route. C'est vrai, un piéton, ça peut trébucher, ça peut tomber. C'est pour ça que je lève toujours le pied ou je fais toujours attention à tout le monde. En fait. Je crois que c'est ça la question. Je fais attention à tout. Et j'observe. Alors, je me permets, Patrice, parce que je viens de revoir une question, notamment concernant les sens giratoires et les ronds-points. Donc, pour répondre à la question de la personne, alors,
que ce soit un rond-point ou un sens giratoire, hein, je rappelle, c'est les mêmes règles de circulation à l'intérieur. Ce qui change, c'est vraiment la règle pour rentrer sur le giratoire ou lorsqu'on est sur le giratoire, de laisser rentrer les gens. Je rappelle, sans giratoire, j'ai mon cédé le passage, je ne suis pas prioritaire quand je rentre. Les gens qui sont sur l'anneau sont prioritaires, alors que quand je suis dans le cas d'un rond-point, c'est la règle de la priorité à droite. Je suis prioritaire quand je rentre, mais je vais potentiellement laisser la priorité aux usagers qui vont arriver de ma droite et rentrer eux aussi. Et j'espère que comme ça, on aura pu répondre un petit peu à toutes les questions qu'il y a eu au cours de l'intervention. Bah, je pense qu'on peut aussi reposer une dernière question. Est-ce que vous avez encore une dernière question qu'on n'a peut-être pas soulevée? Vous avez peut-être un problème? Vous avez une situation que vous avez rencontrée, vous ne connaissez pas la réponse? Enfin voilà. On est tout à vous pour répondre encore quelques minutes. Je crois qu'il n'est pas encore trop Alors, tard. dans les derniers commentaires, on a 2-3 commentaires sur les révisions de panneaux. Alors, il faut savoir qu'on est quand même passé en 2016 avec la réforme du code de la route de quasiment 250 panneaux à 450 panneaux, avec beaucoup de panneaux qui sont liés à la circulation des vélos, les zones vertes. Donc voilà, après, on peut être amené à refaire une intervention plus spécifique sur les panneaux avec un quiz vraiment dans ce sens-là. Mais je pense que si, excuse-moi Hugues, je pense que le problème c'est que les panneaux on les regarde plus. On a l'impression je connais plus les panneaux et on les regarde plus. Et l'exemple que je prends souvent c'est que je suis sûr qu'un jour si on vous met votre visage sur la route dans un panneau, vous verrez même pas que c'est vous parce qu'on ne regarde pas plus les panneaux. Des fois c'est pas notre faute, c'est parce qu'on est tellement envahi par les panneaux publicitaires, par la lumière, par plein de choses, c'est qu'on ne regarde plus la route. Et comme on a l'impression de connaître bien la route, bah, on se dit, bah non, c'est plus la peine. Et c'est vrai qu'on a l'impression que bah, les panneaux, on ne les connaît plus, bah oui, on ne les regarde plus. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai 2 remarques qui sont remontées, qui sont les insertions sur voie rapide en dehors du périphérique parisien. Donc, c'est un céder le passage à l'entrée. Donc, je ne suis pas prioritaire. Je dois adapter mon allure et laisser la priorité aux gens qui circulent. J'en profite pour faire une aparté, puisque depuis maintenant 1 an et demi, on a ce qu'on appelle le corridor de sécurité qui a été mis en place aussi sur les axes rapides. Lorsqu'il y a un usager sur bande d'arrêt d'urgence accidenté à droite, je dois me déporter à gauche pour faciliter la circulation et éviter le danger. Et pour ce qui est de l'insertion, c'est à moi de bien prendre les informations lorsque je vais m'insérer, d'adapter mon allure et de rentrer sur la voie rapide ou la voie de circulation une fois qu'elle est complètement dégagée. Et s'il faut, il faut que je m'arrête au céder le passage. Il y a notamment des cas de voies d'insertion très très courtes où il faut, par nécessité, s'arrêter. Voilà pour la partie voie rapide sur la question qui a été remontée. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la bande d'accélération, elle dit accélérer, mais les gens voilà, ils n'osent pas accélérer. Il vaut mieux bien accélérer au départ, on observe ce qui se passe, après, s'il faut ralentir, on ralentit, mais il faut toujours bien accélérer pour arriver à la même allure que les autres qui sont déjà sur la voie. Et L'important, c'est accélérer, pas obligatoirement monter les vitesses. Hein. Vaut mieux un sur-régime moteur au moment de la voie d'accélération, une troisième potentiellement qui a beaucoup de souplesse et dans l'allure et dans la puissance pour pouvoir s'insérer en toute sécurité. Et puis, peut-être qu'on fera remonter à Hugues, on a une question sur une séance plutôt sur le constat. Tout à fait, effectivement. Alors, tout d'abord, Jean-Sébastien et Patrice, merci beaucoup pour votre intervention qui, je le crois, a été très appréciée aujourd'hui. Je peux dire déjà qu'effectivement, une session numéro 2 semble demandée par beaucoup d'intervenants. J'ai vu sur les panneaux, j'ai vu sur plusieurs choses. Donc, du coup, je pense qu'effectivement, le second semestre de l'année 2021 pourrait être l'occasion de faire une session numéro 2 sur la sécurité routière et notre sujet. Et donc, ça nous permettra comme ça à tous d'approfondir un peu toutes les questions qui sont en cours. Mais je retiens bien les panneaux qui sont revenus plusieurs fois dans le fil de la conversation. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment tous ensemble. Je crois que c'est le cas au regard des questionnaires qui ont été envoyés et des réponses reçues. Comme on s'était engagé, j'allais dire, on va vous libérer maintenant, il est 15h45. Donc, du coup, vous souhaitez une très bonne fin d'après-midi à tous. Profitez du beau temps si vous l'avez dans votre région pour sortir et marcher.
et vous donner rendez-vous le mois prochain. Alors, une date qui n'est pas tout à fait déterminée, mais qui le sera prochainement par le biais d'un mail que vous recevrez à votre adresse de messagerie sur une nouvelle thématique. En attendant, très bonne fin d'après-midi. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous et bon après-midi.